le 19h30, Nathalie Malleux. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous informer avec nous. Farniente au bord d'un lac, balade à 2 roues, accrobranche. On se met à l'heure des vacances en terre belgo-belge. Faut-il imposer la vaccination au personnel soignant des hôpitaux ou des maisons de repos? C'est déjà le cas en Italie et au Royaume-Uni. Chez nous, il y a débat. Le début des soldes d'été, plein feu sur l'électroménager. Est-ce vraiment le moment d'acheter? Réponse en nuance dans un instant. Des habitants cernés par les flammes et qui doivent fuir en urgence. La scène se passe à Lytton, au Canada. Le village s'est embrasé à cause de la chaleur extrême. Et puis, immersion dans un bain de bière à Bruxelles. De quoi découvrir autrement les vertus du houblon. Camping, bungalow, gîte, vous êtes nombreux à rester en Belgique cet été. Et même si le soleil n'est pas au rendez-vous aujourd'hui, ce 1er juillet marque le début des grandes vacances. Alors, on a pris l'air avec Benjamin Carlier et Alexis Gonzalez. Un chalet avec vue sur le lac, ce n'est pas la Grèce ni le Portugal où devait se rendre cette famille, mais les lacs de l'Odeur et ses 72 km de côte à parcourir à voile, à pied ou à vélo. C'est à cause, surtout pour les enfants, le fait de devoir faire un test PCR dans 72 heures avant de partir, attendre les résultats, espérer que le résultat soit négatif, ne pas savoir les conditions non plus d'accueil du pays où on va aller, les conditions de quarantaine, ce genre de choses. Donc on a préféré assurer et venir ici au lac de l'Odeur. J'aurais préféré partir en avion, mais c'est déjà bien de partir de chez soi. Sortir de chez soi pour vivre des aventures entre amis, même si c'est en Belgique, voilà ce qu'a décidé un groupe de Liégeois. Au programme de la semaine, chill dans le bungalow et activités sportives comme l'acrobranche. Déjà c'est à côté, donc on peut se faire 1 ou 2 jours, partir, ça c'est sympa. Et moi je dirais que c'est surtout le fait de ne pas devoir prendre l'avion, quoi. Voilà. Au lac de l'Odeur, les réservations ne sont pas encore complètes pour l'été, mais une tendance se dégage. Le public est composé principalement de Belges de Wallonie et de Flandre. C'est ce qu'on constate également dans ce camping namurois. Le plus important, c'est de profiter, admirer la nature, faire du vélo, s'amuser et dormir dans un camping. On affiche complet à partir du 15 juillet. Entre le 15 juillet et le 15 août, là, c'est vraiment le rush. Avant le 15 juillet, après le 15 juillet, ma foi, après le 15 août, ça dépend un petit peu du temps. On a principalement des Belges maintenant. Tout ce qui est étranger reste encore assez timide. Donc les Hollandais et les Allemands, il y en a, mais c'est quand même nettement moindre que dans les années précédentes. À défaut de prendre l'avion pour profiter d'autres destinations, certains Belges ont donc décidé de découvrir les paysages bien de chez eux, moins de contraintes sanitaires et surtout des plaisirs simples, près de chez soi. Oui, et pour d'autres, c'est donc l'heure du grand départ. Des milliers de voyageurs s'envolent aujourd'hui depuis l'aéroport de Bruxelles-National ou depuis Charleroi. Et d'un côté comme de l'autre, il faut montrer patte blanche, ce qui inévitablement allonge les temps d'attente. On voit cela avec François Andreoletti, Martin Collier et Tidiem Kouacha. Rempli, le tableau des destinations affiche complet en ce premier jour des vacances d'été. Plus de 20 000 voyageurs ont décollé depuis l'aéroport de Bruxelles-National aujourd'hui. Je vais au Cameroun. Vous allez faire quoi là-bas? Je vais voir ma famille. Ça va faire très longtemps et je suis très contente d'aller les voir. Je sors d'1 mois d'examen, donc clairement il fallait plus que tourner la page. Je suis très heureuse de pouvoir partir et de m'enfuir un peu de la Belgique et du temps pluvieux surtout. Premier jour des vacances, premier jour aussi du fameux passeport sanitaire européen. À l'aéroport de Charleroi, pas question d'entrer dans le hall de départ sans ce document. Les contrôles s'effectuent déjà à l'extérieur. On n'est pas encore sûr qu'on a tous les papiers, qu'on est en ordre. J'espère qu'on ne va pas être calé à un moment donné. Compliqué à avoir. On le reçoit uniquement après le test PCR, le temps d'avoir les résultats, ce qui veut dire que j'ai dû l'imprimer ce matin. Ce document est désormais indispensable pour voyager. Ce passeport Covid européen permet de prouver qu'on est vacciné complètement depuis 2 semaines, que l'on bénéficie d'un test PCR négatif ou encore que l'on s'est rétabli du Covid. Il est donc contrôlé au départ, mais aussi à l'arrivée sur le sol belge. Et pour les non-européens, c'est la police qui s'en charge.
si les passagers sont bien renseignés sur les conditions, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est pour vraiment simplifier les choses. On a juste à scanner leur code QR sur leur application. Avec nous, notre application police, Covid Scan, et à ce moment-là, on a toutes les données directement sur notre smartphone. Les compagnies aériennes doivent aussi vérifier la validité du passeport Covid, mais certaines l'ont déjà annoncé, impossible de le faire. Ça demande un peu d'organisation, je comprends très bien, mais il faut le faire pour respecter les mesures. On ne veut pas bloquer les passagers, mais c'est nécessaire qu'on fait les contrôles. Demain, une réunion est prévue entre la ministre de l'Intérieur et les directions des aéroports belges pour homogénéiser les contrôles partout dans le pays. Oui, et sachez que plusieurs zones d'Europe repassent en rouge. La région de Valence et la Catalogne en Espagne, l'île de Chypre également. Cela signifie que si vous n'êtes pas immunisé, il faudra faire un test avant ou juste après le retour en Belgique. Bonne nouvelle par contre, toute la France est désormais en vert. L'un des sésames pour voyager, c'est la vaccination. Mais en Belgique, tout le monde n'est pas convaincu. Alors la question se pose, faut-il rendre le vaccin contre le coronavirus obligatoire, du moins pour le personnel soignant? C'est déjà le cas au Royaume-Uni ou en Italie. Et chez nous, si on prend l'exemple des maisons de repos, on est loin, très loin des chiffres espérés. Reportage Joachim Vezeli, Étienne Letellier et Laurent Rare. T'es sur le Tour de France là, Olivier? Moi, j'ai fait du vélo dans le temps. Hein. Quelques tours de pédale pour Olivier, l'un des résidents de cette maison de repos bruxelloise. Les exercices se font sous l'œil attentif du kiné. Manu a décidé de se faire vacciner contre le coronavirus après avoir hésité. J'avais des a priori, surtout par rapport aux effets secondaires. Il y a quelques mois, on en savait moins et je ne m'étais pas vraiment informé sur le sujet. Mais c'est vrai qu'après m'être informé, j'ai quand même décidé de me faire vacciner. Monsieur Richler, venez peut-être déjà. Émilie est aide-soignante. Elle aussi a hésité à se faire vacciner avant de finalement franchir le pas. Ce qui m'a convaincue, c'est surtout mon milieu de travail, avec les résidents, avec qui je travaille, que c'est une personne sensible et qui peut être plus faible face à ce genre de virus. Dans cette maison de repos, 30% des soignants ne sont pas vaccinés. Le médecin coordinateur a pourtant tenté de les rassurer, mais rien n'y fait, même pas la proximité avec les résidents. Pour la vaccination de la grippe, il a été prouvé dans les études, clairement, qu'il est plus performant de vacciner le personnel que de vacciner les résidents, pour protéger les résidents. Et donc ça veut dire que le soignant a quand même une très très lourde responsabilité. Le pourcentage de personnel vacciné dans les maisons de repos représente 87% en Flandre, 60% en Wallonie et à peine 50% en région bruxelloise. Or, le taux de protection satisfaisant est fixé à 70%. Alors, la Fédération des maisons de repos plaide pour une vaccination obligatoire de l'ensemble du personnel. On n'a plus l'excuse du mois de janvier, on peut dire oui, c'est un nouveau vaccin qui était mis en place rapidement, on ne sait pas. Il y a 11 millions de doses qui ont été administrées. On voit que les effets secondaires sont plus que négligeables, on voit l'efficacité du vaccin. Pour l'instant, la question n'est pas à l'ordre du jour des discussions politiques, mais cela pourrait changer selon la progression des variants du Covid. Une victoire en justice pour des ouvriers qui avaient saccagé leur entreprise. Ces travailleurs de l'usine ESB à Seraing vont toucher des dommages et intérêts et ce sont les actionnaires qui devront mettre la main au portefeuille. C'est la fin d'un conflit social à multiples rebondissements. Marc Mellon et Benjamin Vorporten. Ce sont des images qui ont marqué les esprits. Nous sommes en 2016. Les travailleurs de ESB Seraing s'en prennent physiquement à leurs actionnaires. Ils ne sont plus payés depuis 2 ans et viennent d'apprendre la faillite de leur entreprise. Une faillite jugée aujourd'hui frauduleuse. C'est historique parce que pour une fois, le jugement détermine que l'actionnaire est responsable d'avoir utilisé une société écran pour éviter de payer le plan social et les droits des travailleurs. Une procédure qui avait mis les ouvriers en colère. À l'époque, ils saccagent leur usine, s'en prennent au bureau. Une démolition méthodique avec leur propre Clark qu'ils finiront par incendier. Le jour où il y a eu un dépôt de bilan, ils ont exprimé leur colère. C'est clair qu'elle était très, très forte et très impressionnante, mais je rappelle quand même qu'on les a menés au bateau pendant plus de 2 ans. Et donc, je pense que c'est l'accumulation effectivement de cette situation qui a amené les travailleurs à exprimer leur mécontentement de cette façon.
83 ouvriers sont allés en justice contre leur actionnaire et ils ont finalement obtenu gain de cause. Une décision qui pourrait faire jurisprudence. On a régulièrement des opérations de cession et de vente d'activités. Et donc, dans ce cadre-là, ça ne peut pas se faire à la légère et au détriment et au préjudice des travailleurs. Et donc, c'est clair que si on vend des biens, surtout une entreprise industrielle, il y a une âme, il y a des travailleurs et ceux-là méritent le respect. L'actionnaire allemand est condamné à verser des indemnités aux 83 ouvriers. Les montants seront fixés en justice le 15 septembre prochain. Si vous devez vous réorienter professionnellement ou si vous devez faire un choix d'études, voici la dernière liste des métiers ou fonctions en pénurie de main-d'œuvre en Wallonie. Bonsoir Rachel Crivellaro. De nouvelles fonctions arrivent dans cette liste. Oui, tout à fait. 23 nouvelles fonctions qui font leur entrée dans ce classement de ville 21. Alors, on va évidemment pas toutes les citer, mais épinglons quand même 2 exemples. Des chefs de projet informatiques ou des motion designers. Qu'est-ce que vous allez me dire? Eh bien, ce sont des gens qui créent de l'animation graphique en bon français. Par contre, eh bien, 22 fonctions ne sont désormais plus considérées comme en pénurie. Peintre industriel, par exemple, ou encore ergothérapeute. Oui, et comme l'an dernier, la Wallonie manque surtout de bras dans le secteur de la construction. Oui, c'est le secteur de la construction qui conserve la palme. Plus de 7000 postes sont à pourvoir en Wallonie. On cherche désespérément des maçons, mais aussi des conducteurs de grues télescopiques ou encore des vitriers. Bref, toute la gamme des spécialités du bâtiment. Mais il n'y a pas que la construction. On cherche aussi beaucoup de commerciaux, de web développeurs. Ce sont ceux qui s'occupent de la partie technique des sites internet. Et aussi, et oui, des médecins généralistes. Plus de 65 000 offres d'emploi, tous métiers confondus, sont à ce stade non pourvus en Wallonie. Alors ces pénuries risquent-elles de plomber la relance économique ? Clairement, notamment la construction qui est censée être au cœur de la relance économique. Mais de nombreux chantiers ne peuvent toujours pas démarrer faute de main-d'œuvre qualifiée. À cause du Covid, dans l'ORECA, le transport, on manque cruellement de personnel. En fait, clairement, de nombreuses entreprises ne trouvent tout simplement pas la main-d'œuvre nécessaire pour relancer la machine. Et c'est un paradoxe, Nathalie, puisqu'on compte aujourd'hui 194 000 chômeurs en Wallonie. Merci à vous, Rachel, pour toutes ces explications. Ce 1er juillet est aussi le premier jour des soldes d'été, un mois de bonnes affaires en perspective et les réductions s'affichent en grand, jusqu'à 50% déjà dans de nombreux magasins. Selon la Fédération du commerce Comeos, ce fut une journée calme. On attend plus de monde le week-end. Et Vincent Oufti, Samy Herman et Éric Bévert se sont intéressés en particulier aux soldes sur l'électroménager. Valent-ils vraiment la peine? C'est le reportage conso du jour. Solange et ses 2 filles étaient parmi les premières clientes de ce magasin d'électroménager ce jeudi. Elles ne voulaient pas rater le début des soldes. Je n'attendais que ça. Puis on voit qu'il y a de bonnes réductions. Par exemple, ce téléphone qui coûtait 149 €, on peut l'avoir à 99 €, hein, carrément. Carrément. Donc ce serait dommage d'acheter avant et regretter aujourd'hui. Des prix soldés qu'on retrouve dans tous les rayons, mais pas sur tous les produits, évidemment. Il faut savoir qu'en électroménager, il y a pas mal d'appareils qui sont renouvelés assez rapidement, donc que ce soit des télévisions, des ordinateurs portables, il y a toujours des nouvelles séries qui sortent. Et donc les anciennes références, entre guillemets, mais qui sont de très bons appareils, sont soldées pour faire la place aux nouvelles références. Dans les grandes chaînes, comme chez les commerçants indépendants, les meilleures des marques concernent donc des appareils un peu dépassés ou les modèles d'exposition. Ici, cet appareil coûte 1599 €. On le fait à 999. C'est la dernière pièce. Pourquoi? Parce que les labels ont changé. C'est l'ancien label, du coup, on doit le liquider, absolument, et on le fait à 1000 €. Ce client est venu pour une télévision, des appareils dont la technologie change souvent, ce qui accélère le renouvellement des rayons. Je suis venu spécialement pour les soldes d'aujourd'hui, en me disant, voilà, comme c'est le premier jour, avec un peu de chance, je peux quand même gagner quelques petites centaines d'euros sur mon achat. Vous n'avez pas peur de recevoir un appareil un peu dépassé, du coup? Non, parce que là, je savais ce que je visais, donc voilà, je suis dans quelque chose qui est quand même de nouvelles technologies, sans être cassé le budget, donc ça va. Encore faut-il que l'exemplaire désiré soit disponible, car le Covid a perturbé l'approvisionnement des magasins, surtout en matière d'électronique. Tout ce qui est approvisionnement de marchandises était catastrophique. Donc nous avons énormément souffert dans tout ce qui est livraison de nos fournisseurs. Donc les clients voulaient acheter, mais ils n'étaient pas toujours livrés, parce qu'il manquait des pièces de nos fournisseurs, dû au Covid. Et ça, c'est réglé? Pas encore, non. Ils me promettent chaque fois des mois que ça va s'améliorer.
Et maintenant, ça devrait fonctionner normalement, peut-être au mois de janvier. Pas de problème d'approvisionnement, en tout cas du côté des climatiseurs. Et vu la météo actuelle, les stocks ne sont pas prêts de fondre. Et si vous avez l'intention d'acheter un sac Delvaux, sachez que la maroquinerie belge appartient désormais à 100% à un groupe suisse, le groupe Richemont, spécialisé dans les articles de luxe. Et pour les syndicats en Belgique, ce rachat, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une source de reconnaissance au niveau où on se trouve avec des grandes marques aussi. Il ne faut pas oublier que Delvaux, c'est quand même la première maroquinerie la plus vieille au monde, dans le monde entier. Ce n'est pas une inquiétude, c'est plutôt on est rassuré, même au niveau financier, puisque faisant les analyses de bilan chaque année, j'ai vu le côté rouge de la société à cause du Covid et puis une mauvaise gestion à un certain moment par rapport à ça. À suivre dans ce journal, des étudiants évacués de l'île de Majorque. Ils fuient ce lieu de vacances devenu une immense zone de contamination. Démonstration de force et discours très offensifs du président. La Chine célèbre les 100 ans du Parti communiste. Enfin, nos diables sont arrivés à Munich, des supporters aussi. Écho en direct à la veille du match contre l'Italie avec Alison Delpierre et Pierre Depré. Et d'abord, ce scénario catastrophe dans l'ouest du Canada. Nous vous parlions hier de ce dôme de chaleur qui accable les habitants et provoque des dizaines de décès. Le village de Lytton en particulier étouffe sous près de 50 degrés et en raison de la chaleur, il s'est subitement embrasé. La population a dû fuir en urgence. Jonathan Romain-Marin et Benoît Feite. Which way are we gonna go? I don't want to get stuck here. Oh, fuck! Cernés par les flammes, les habitants de Lytton ont dû fuir leur maison en urgence, abandonnant tout derrière eux. Les images filmées dans leur fuite laissent deviner une scène apocalyptique. Partout, des arbres, des maisons, des magasins et des voitures ravagées par les flammes. Seule issue pour échapper à l'incendie, cette route plongée dans un nuage de cendres et de fumée, cernée par des brasiers, attisée par des rafales de vent soufflant à plus de 70 km/h. Un tableau terrifiant mais malheureusement prévisible. Lytton ayant battu tous les records de chaleur jamais enregistrés au Canada, 3 jours de suite. Le record absolu a été atteint mardi avec une température de 49,6 degrés Celsius. The temperatures recorded this week are unprecedented. Lives have been lost and the risk of wildfires is at a dangerously high level. We've seen more and more of this type of extreme weather event in the past years. So realistically, we know that this heat wave won't be the last. Près de 500 décès soudains ont été enregistrés ces derniers jours à l'ouest du Canada, où sévit cette canicule sans précédent, conséquence directe du réchauffement climatique. Et puis cap sur l'île de Majorque, devenue un nouveau foyer de l'épidémie de Covid. Des milliers d'étudiants sont venus y faire la fête et ils se retrouvent en quarantaine. Certains ont toutefois l'occasion d'échapper à ces vacances qui ont mal tourné. Enfin, ils quittent l'île. Sandrine Lambiotte et Esmeralda Labi. Valise sur le trottoir, c'est la fin du cauchemar. Ces étudiants peuvent quitter Majorque où ils étaient reclus. Direction ce bateau. Un pan entier du navire leur est assigné. Le bateau bulle, comme on l'a surnommé, va les ramener vers la péninsule. On était négatifs et ils ne nous ont pas permis de partir. C'était bizarre. La semaine dernière, des milliers de jeunes venus de toute l'Espagne débarquent à Majorque pour fêter la fin des examens. Les règles de distanciation sociale sont plus ou moins respectées. De retour chez eux, des étudiants sont testés positifs. Les autres, encore sur l'île, sont immédiatement confinés. Nous ne savions pas ce qui allait nous arriver et notre situation. Les médias voulaient nous mettre tous les jeunes dans le même sac, mais tous ne sont pas pareils. Nous sommes arrivés le 25 juin et ils nous ont associés à un cas positif le 23. 1824 étudiants sont infectés. 5978 sont mis à l'isolement. Saisis par les familles, la justice a ordonné hier de lever le confinement des étudiants testés négatifs. Ils ont tous fait un test de diagnostic pour détecter ou écarter l'infection quand ils sont arrivés dans leur région et ils obéissent au protocole pour minimiser les contacts. Les critiques n'en finissent pas à l'encontre des autorités et de cette jeunesse, pas encore vaccinée, accusée d'insouciance. L'été, les examens sont finis.
Les jeunes, on a retiré notre masque plus qu'il ne fallait. Il y avait des moments où on respectait les précautions d'usage et d'autres moments où on ne l'a pas fait. La situation ne semble toujours pas sous contrôle. Le nombre de cas positifs continue d'augmenter. Selon les derniers chiffres du gouvernement, un tiers des 47 millions d'Espagnols est totalement vacciné. La moitié de la population a reçu au moins une dose du vaccin. En bref et en images sorties de prison pour Bill Cosby, l'acteur américain condamné pour agression sexuelle a été libéré pour vice de procédure. L'ancienne gloire d'Hollywood avait pourtant reconnu les faits. Bill Cosby a été salué, vous le voyez, par quelques fans, mais sa libération choque aussi une partie de l'Amérique impliquée dans le mouvement MeToo. Une démonstration de force en Chine. Le Parti communiste chinois célèbre un siècle d'existence, un anniversaire marqué par un discours très musclé du président chinois et par un défilé sans la moindre fausse note. Frédéric Varlet et Aurélie Didier. Le message est clair. Défilé d'avions de combat et coups de canon. La Chine se montre offensive pour commémorer les 100 ans du Parti communiste et le président Xi Jinping s'adresse aux puissances étrangères. Le peuple chinois ne permettra à aucune force étrangère de l'intimider ou de l'opprimer. Quiconque osera le faire aura la tête fracassée contre la Grande Muraille, forgée avec la chair et le sang de 1,4 milliard de Chinois. Pour le président, c'est grâce au Parti communiste que le pays a pu se relever du passé. Lorsque j'étais enfant, il y avait une panne d'électricité pendant 1 heure chaque nuit et des pénuries de courant. Maintenant, les rues sont pleines de lumière. Ce nouveau musée à Shanghai a été créé spécialement pour les 100 ans du Parti communiste. Le mouvement, fondé en juillet 1921, prend le pouvoir en 1949. Et selon le président Xi Jinping, c'est grâce à Marx et Mao que la soumission de la Chine à l'Occident a pris fin. Mais la propagande actuelle oublie les 40 à 70 millions de personnes décédées à cause de décisions et d'erreurs du parti. Les épurations, les famines, la répression au Tibet ou le massacre de Tiananmen. Aujourd'hui, ce qui est mis en avant, c'est la réussite économique. La Chine, c'est la deuxième ou la première puissance économique du monde. Une fois qu'on a dit ça, alors évidemment, il faut commencer à corriger un petit peu. D'abord, une partie importante même de la population chinoise vit encore, je dirais, avec des revenus qui sont relativement faibles. Le Premier ministre chinois, si je me souviens bien, avait dit l'année dernière qu'environ 600 millions de Chinois vivaient encore avec moins de 1 000 yuans par mois. Ça veut dire moins de 140 € par mois. Une puissance économique, mais aussi militaire, avec des investissements massifs dans l'armée. Tout cela en limitant de plus en plus la liberté d'expression. La stratégie du président Xi Jinping est totale. Il se dit l'héritier de Mao, garant du réveil communiste de la Chine. Un hommage à Lady Di à Kensington Palace. Les princes Harry et William étaient réunis pour inaugurer une statue à l'image de leur mère. La princesse de Galles aurait eu 60 ans aujourd'hui. Elle est décédée il y a 24 ans déjà dans un accident de voiture à Paris. Nous revenons en Belgique. Notre savoir-faire brassicole n'est plus à démontrer. Par contre, il ne cesse de se décliner. La preuve avec des bains de bière. De quoi découvrir autrement les vertus du houblon. Démonstration avec Marc Florent, Nicolas Van de Weyer, Nicolas Lejuste et Valentin Boisgelot. Une expérience d'un nouveau genre en plein centre de Bruxelles. Ce couple pousse les portes d'un spa hors du commun. Ici, on ne propose pas des bains remplis d'eau chaude, c'est la bière belge qui est à l'honneur. Alors le spa, il se prend dans une mixture à base d'ingrédients de la bière, du houblon, de l'orge, de la levure, différents mélanges en provenance des 4 coins de la Belgique. Première étape, choisir son parfum préféré. C'est agréable. Les IPA, c'est un très différent. Oui, très différent. Pour Magda et Jean-Marie, c'est une première. Alors tout commence par un accompagnement lors de la préparation de leur bain. C'est le mix de levure, houblon et un tout petit peu de orge. Donc je viens de mettre ça dans le bain maintenant. Ça sent la bière ou... Non, pas du tout. Ça sent, pour moi, ça sent une fraîcheur de bois sauvage, de sous-bois. Comme de nombreux clients, ce couple est habitué aux termes plus traditionnels. Ce qui les pousse à venir ici, c'est avant tout la curiosité. Oh, c'est juste la bonne température. Température parfaite. Oh, les termes traditionnels, je ne prends jamais, j'ai déjà pris
désinfectant et beaucoup trop prenant, je ne le fais jamais. Ici, au contraire, voilà, c'est de l'aromathérapie presque. Température parfaite, on se retrouve très très agréable, c'est hyper relaxant. Cet effet de mousse est un petit peu surprenant, on va dire. Ça ressemble à la mousse qu'on pourrait avoir dans son verre de bière, effectivement. 2 entreprises proposent désormais des spas à bière à Bruxelles, un concept déjà présent aux États-Unis, en Espagne ou encore en République tchèque. Nous voulons aussi faire ici à Belgique parce que nous sommes le pays de la bière en fait. On essaie aussi de montrer des nouvelles bières aux gens qui passent chez nous. Surfer sur le succès de la bière belge pour proposer des concepts santé et bien-être. Cela peut paraître étonnant et pourtant. De nombreuses études l'affirment désormais. La fleur de houblon contient un élément exceptionnel. Le xanthohumol a des propriétés antimicrobiennes, antioxydantes, anti-inflammatoires et même anticancérigènes. Il est également efficace contre le vieillissement de la peau. De quoi intéresser l'industrie cosmétique. Après 2 années de recherche, une société belge parvient à concentrer ce xanthohumol dans une crème. Donc on a un sérum. On applique le sérum d'abord parce que dans le sérum, il y a les antioxydants les plus concentrés. Depuis, on applique une crème de nuit ou une crème de jour. Cette start-up belge a tout misé sur le houblon, considéré comme le Graal des soins anti-rides. En effet, il y a déjà une offre assez magnifique sur le marché en anti-aging. Mais ici, on a trouvé à base d'un extrait de la fleur du houblon un produit qui est encore plus fort que les produits existants dans le marché. Et on peut être fier parce que ça vient quand même de nos régions. C'est notre patrimoine. On aime tous les bières, on connaît ça en Belgique. Et voilà, et on est quand même fiers qu'on a trouvé ça. En plus de l'industrie brassicole, le houblon intéresse désormais le secteur de la santé et du bien-être. Peut-être le début de nouvelles perspectives pour cette agriculture. Et nous vous emmenons à présent à la découverte du tout nouvel écrin pour les costumes et les ateliers de création de l'Opéra de la Monnaie à Bruxelles. Désormais, ils sont installés à quelques pas du théâtre historique. Il suffit d'emprunter un sous-sol. Étienne Letellier, Julie Rans et Françoise Barré signent cette visite insolite. Tout simplement des merveilles, des heures de travaux d'aiguille. Ici, les costumes de la flûte enchantée, un bain de plumes et de tulle. Ça sont de mes costumes préférés. Regardez la finesse. C'était des danseuses. C'était splendide sur scène. Cette manivelle, c'est l'astuce du tout nouveau système de stockage sur 400 mètres carrés. Un rayonnage mobile compact, chaque opéra a sa penderie. Tous les costumes, tous les détails, chaque chaussette, chaque ceinture, chaque bretelle, tout se trouve ici. Tout. Et vous voyez qu'il y a vraiment des différences dans les personnages. Il y a des personnages qui sont plus blêmes et des autres, on voit ce que c'est. La fabrique du rêve, depuis plusieurs décennies, est désormais stockée ici dans une propreté exemplaire. Les mythes n'ont aucune chance de survie auprès de ces trésors. Les valeurs qui sont ici, c'est quand même pas mal. Et c'est pas que les matières, c'est surtout les heures de travail qui font la valeur de ces costumes parce que tout est fait sur mesure. Tous les costumes trouvent petit à petit place dans cette zone de stockage à la Monnaie. Ils reviennent de hangars derrière la gare du Midi. C'est pas toujours léger les costumes. Ça c'est juste un sous-costume. Alors le sous-costume, ça pèse déjà pas mal, mais c'était porté avec sa jupe. Ce tunnel est une sorte de cordon ombilical entre les ateliers, les coulisses et finalement cette scène mythique. Nous sommes très contents aujourd'hui de pouvoir terminer vraiment l'atelier costume, d'avoir tous les réserves costumes chez nous et maintenant aussi avec le tunnel. Nous sommes ici juste en top du tunnel. C'est clair que tout est maintenant lié. En surface, on y voit 2 bâtiments, l'un pour les ateliers, l'autre pour l'opéra. 2 ministres et un secrétaire d'État collaborent financièrement pour ce plan ambitieux de travaux. Prochaine étape de rénovation, les façades du théâtre en 2026. Et il est l'heure d'ouvrir notre journal de l'Euro.
Bonsoir Christophe. Bonsoir Nathalie. Ça y est, ça approche. Jour J-1 pour le choc entre la Belgique et l'Italie. Les Diables se préparent à Munich et la majorité des supporters en Belgique. Voilà, petit échauffement un petit peu partout en Belgique et notamment aussi dans les maisons de repos. Alors, on va vous montrer une vidéo de la résidence Mélopée, c'est à Molenbeek, où de nombreux résidents ont décidé de se mettre bien aux couleurs des Diables Rouges. Ils ont vraiment joué le jeu avec déguisement, drapeau, frites, shop de bière également. Et ils seront évidemment, comme nous tous, derrière la Belgique demain soir. Pour rappel, si on doit encore le rappeler, ce sera sur le coup de 21h. Voilà, image sympathique de ces supporters en Belgique. Et puis certains ont fait le voyage jusque Munich. Et sur place, nous allons rejoindre Alison Delpierre. Bonsoir Alison. Les Belges arrivent peu à peu, ils s'installent dans la ville allemande. Eh bien oui, ils arrivent peu à peu, mais vous les entendez derrière moi, ils sont déjà très motivés. Alors au total, 2000 supporters des Diables Rouges pourront avoir accès au stade sur les 14 500 spectateurs qui seront admis. Et s'ils ne sont pas encore très nombreux aujourd'hui, eh bien c'est parce que la plupart d'entre eux arriveront seulement demain. Nous en avons quand même croisé pas mal cet après-midi à Munich. Je vous propose tout de suite d'en écouter quelques-uns. On a fait le chemin durant la nuit. On a traversé 2 tournées jusqu'ici. On est arrivé ce matin très tôt. Pas beaucoup dormi. On pensait déjà être un peu dans l'ambiance, mais pour l'instant, pas de supporters belges, pas de supporters italiens. Les Allemands qui sont même pas au courant, je pense même d'un match demain, d'un quart de finale d'un Euro. Donc voilà, ambiance pour l'instant bizarre. On avait des places pour le huitième de finale et le quart de finale. Et avec la réduction de la capacité du stade avec le Covid, on a perdu nos places. Mais on avait toujours nos billets d'avion. On a décidé de venir pour, quoi qu'il arrive, supporter les Diables et être avec les supporters. Donc si jamais on trouve des places ici, on les cherche. Mais on verra ce qui se passe. Voilà, et Alison est toujours avec nous, même s'il y a pas mal d'ambiance derrière. J'espère qu'elle nous entend encore. Non, elle n'a pas l'air de nous entendre. On devait parler de l'OMS qui donne quand même un petit carton jaune aux Diables, enfin pas aux Diables, mais surtout aux supporters dans leur ensemble, parce qu'ils sont parfois trop proches. Et l'OMS s'inquiète de cette proximité, toujours partant de pandémie. Mais on ne va pas gâcher l'ambiance. On va quand même encore parler du match avec vous, Christophe. Les Diables ont eu une journée chargée aujourd'hui parce qu'ils se sont entraînés ce matin avant de partir pour Munich. Voilà, et sur le coup de 11h exactement, ils étaient presque tous là à Tubize, dans leur centre national, avec sans Eden Hazard ni Kevin De Bruyne, qui se retapent après leur blessure face au Portugal. Un entraînement donc dans une ambiance particulièrement détendue. Les Diables ont pris l'avion à 16h30 avec Eden Hazard et Kevin De Bruyne, et ils sont arrivés du côté de Munich à 18h et ils sont pour l'instant dans le stade de Munich. Et c'est justement au stade à Munich que nous rejoignons Pierre Depré. Bonsoir Pierre, nos adversaires, l'équipe italienne, Bonsoir. Ils ont des arguments pour nous faire peur ? Oui, ça c'est sûr Nathalie. Et le premier argument évidemment, c'est cette très impressionnante série de 31 matchs sans défaite, dont 26 victoires pour la Squadra Azzurra. Et tout cela depuis qu'un certain Roberto Mancini en a repris les destinées, je vais dire. Il l'a fait à la suite de la non-qualification de l'équipe italienne pour la Coupe du Monde 2018. Et avec le report d'un an de l'Euro, il a eu une année supplémentaire pour la façonner, pour la révolutionner, pour la transfigurer, pour en faire une équipe véritablement joueuse, offensive, ambitieuse, pleine de confiance. Philippe Albert, si on doit pointer 3 atouts de cette équipe italienne. Le premier, c'est une charnière défensive très expérimentée, évidemment, avec Bonucci et Chiellini qui va faire son retour dans l'équipe. En milieu de terrain, il y a d'excellents manieurs de ballon comme Jorginho, Verratti ou Insigne. Sans oublier l'attaquant tant redouté devant avec Ciro Immobile. Donc ça va être très très difficile, mais c'est faisable. Donc il n'y a pas que de la vitesse et du fighting spirit dans cette équipe. Non, il y a, comme je vous l'ai dit, l'expérience, il y a la jeunesse, il y a la fougue, et puis il y a un entraîneur qui a tout gagné en tant que joueur pratiquement et en tant qu'entraîneur aussi, donc chapeau à eux. Merci Philippe. Il y a évidemment probablement des points faibles, on en reparlera ultérieurement. Un petit mot quand même parce qu'on vient juste d'avoir à l'interview Roberto Martinez à propos d'Eden et de Kevin, Hazard et De Bruyne. Il nous a dit qu'ils avaient participé ce matin à la séance d'entraînement, qu'on était encore loin du compte pour qu'ils soient fully fit, selon son expression, que donc c'était une course contre la montre. Il reste 24 heures avant de savoir s'ils commenceront ou s'ils pourraient intervenir et monter en cours de match ou non. Merci à vous Pierre, merci aussi à Philippe. Christophe, un petit coup d'œil donc sur ce fameux menu de demain.
Voilà un menu assez chargé. À partir de 18h, ce sera la mise en bouche avec le choc entre la Suisse et l'Espagne. C'est à Saint-Pétersbourg. Et puis à 21h, le plat de résistance avec Belgique-Italie. Faut-il le rappeler? C'est du côté de Munich. Et il reste à voir si le dessert, ce sera de la tarterie ou du tiramisu. Ouais, on a bien une petite préférence, nous. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Et à demain. Une image du Tour de France avant de se quitter. Nouvelle victoire d'étape pour le Britannique Mark Cavendish. Il s'impose au sprint à Châteauroux. Deuxième victoire d'étape dans cette grande boucle et 32e au total sur le Tour de France de toutes ces dernières années. Et voilà qui referme ce journal. Sachez que demain à 12h40, Quel Temps vous propose une émission spéciale Le Temps s'affole avec des témoignages et des explications sur les phénomènes météo qui ont touché notre pays ces derniers jours et ces dernières semaines. Très belle soirée à vous et à bientôt. Merci.